Ok, super, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Poulain, je suis développeur chez Indy. On est une entreprise qui automatisons la comptabilité des indépendants. Et à côté, depuis 4 ans, je développe un framework Node.js open source pour créer des applications web. Et dans cette présentation, je vais faire un petit retour d'expérience sur à peu près ces 4 ans de développement, dont 2 à temps plein. Alors, juste pour présenter rapidement le framework, mais ce ne sera pas l'objet de la presse ensuite, c'est un framework Node.js qui s'appelle FaltJS, qui a pour but d'être une solution tout en un, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plein de packages pour faire fonctionner et créer une application web en entier, qui se veut assez direct et simple à utiliser sans trop de complexité, qui est basé sur TypeScript, et qui a pour objectif d'avoir une documentation qui est très très exhaustive pour avoir en un seul endroit toutes les informations dont on a besoin. Mais ici, l'objet du talk, ça va être de parler un petit peu des choses qui m'ont un petit peu surprise durant ces 4 ans et ce à quoi je ne m'attendais pas en me lançant dans cette aventure. Et la première des choses, c'est le temps passé à écrire du code. Au départ, je pensais quand je me suis lancé que la majorité de mon temps, ça allait être en fait d'envoyer de la feature en permanence et juste de coder, 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 et que ça allait être hyper cool. Et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait même pas la moitié de mon temps parce qu'il y avait plein de choses à faire à côté pour mener à bien le projet. Alors parmi ces choses, la première, ça va être tout ce qui va être écriture de la documentation, parce que si on développe une fonctionnalité et que cette fonctionnalité, personne ne sait qu'elle existe ou personne ne sait comment elle fonctionne, finalement elle ne sert à rien. Et donc prendre du temps d'écrire de la documentation ou d'écrire un tutoriel avec tout un fil conducteur, ou même juste d'écrire les release notes à chaque fois qu'on publie une nouvelle version pour dire qu'est-ce qui est paru ou quels sont les breaking change potentiels entre 2 versions majeures, et ça prend un temps conséquent. La deuxième partie, qui prend aussi pas mal de temps, qui peut paraître un peu plus curieux, c'est tout simplement en fait, le site web du framework, parce que faut trouver le temps de le mettre en place, d'avoir un système qui permet de convertir le markdown en un joli site web. Faut expliquer sur le site ce à quoi sert le produit. Faut essayer de trouver une charte graphique, etc., etc. Et ça, c'est la deuxième chose qui prend du temps en dehors du code. Troisième partie, qui est plus conséquente, ça va être tout ce qui va être apprentissage, parce que régulièrement, on se retrouve dans la situation où on a un utilisateur qui va ouvrir une issue GitHub et qui va demander, tiens, j'essaie d'implémenter telle architecture, j'essaie de m'incorporer avec telle technologie, j'arrive pas à le faire, comment on peut le faire? Et souvent à ce moment-là, la technologie, l'architecture, le protocole, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et si on va intégrer des trucs un peu sensibles comme de l'authentification, des choses comme ça, il va falloir prendre le temps d'aller étudier comment il fonctionne. Donc ça va aller lire, ça va consister à lire des docs très techniques, type les vieilles spécifications style Windows 95, quoi. Ça va aller prendre le temps de lire des trucs de sécurité, voire même aller lire le code d'autres frameworks dans d'autres langages pour voir comment les choses sont gérées derrière. Quatrième point, tout ce qui va être support utilisateur, donc ça peut être sur Discord, sur Twitter, sur Slack, sur d'autres. Typiquement, quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, rien que le fait d'essayer de comprendre ce que la personne essaye de faire, quitte à reposer des questions, c'est encore du travail en plus, ce qui fait qu'on passe moins de temps à côté. Et ce qui est lié un peu aussi à ça, c'est tout ce qui va être collecte du feedback. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que on a besoin de savoir en gros pourquoi les gens utilisent le produit, qu'est-ce qu'ils aiment comme fonctionnalité. Ce qui est plus difficile à savoir, c'est ceux qui sont allés sur le produit et finalement qui ont abandonné. On n'a pas le retour des utilisateurs pour savoir en fait, qu'est-ce qui leur manquait. Autre point, ça va être tout ce qui va être communication sur le produit.
Donc ça, c'est quand même un gros travail sur lequel je ne suis pas ultra performant. Surtout quand on arrive dans l'écosystème JavaScript et qu'on dit écoutez, j'ai fabriqué un nouveau framework à rajouter à l'écosystème. Il y a beaucoup de boulot par rapport à ça. Et enfin, dernier point, ça va être en fait tout l'établissement de la stratégie qui va avec, parce que on va développer un produit pour répondre, par exemple, à un certain besoin. On va vouloir emmener le produit dans une certaine direction pour être destiné à un certain public. Et tout ça, ça demande un travail de réflexion et d'étude aussi de ce qui se fait, par exemple, chez les autres frameworks ou les autres librairies open source. Et donc, en fait, tous ces points, c'est des points qui prennent pas mal de temps et qui réduisent le temps de codage. Le deuxième point qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quand même une différence entre développer, par exemple, une application web type SaaS ou autre, et développer une librairie ou un framework open source. Et ça se voit à travers divers points. Le premier, c'est que contrairement à une application web, il y a des informations qui sont difficiles à récupérer. Le premier, c'est le nombre d'utilisateurs. Quand on crée une application web, il faut juste consulter la base, peut-être la table user, et on voit combien il y a d'utilisateurs. On voit en général qui ils sont, quelles peuvent être leurs professions, pourquoi ils sont amenés à utiliser le produit. Alors que dans l'open source, on n'a en fait que des métriques un petit peu indirectes. Le nombre d'étoiles GitHub, mais il y a des gens qui aiment bien des projets, qui mettent une étoile mais qui ne vont pas l'utiliser derrière. Il y a des grosses entreprises qui peuvent utiliser un projet, un framework, une librairie open source au quotidien, mais sans mettre d'étoiles. Il va ensuite avoir les téléchargements récurrents, mais ça, tout va dépendre un petit peu si on a une CI derrière. Ça va dépendre de la taille d'entreprise qui utilise le produit derrière. Donc on est un petit peu à toujours essayer d'utiliser des métriques indirectes pour voir est-ce que le produit est davantage adopté ou non. Également, autre chose, les forums de discussion, type Discord ou Slack. Mais là, encore une fois, il y a des gens qui peuvent s'inscrire juste la première fois pour voir à quoi ça ressemble. Et on peut aussi avoir des gens qui ne s'inscrivent jamais sur les groupes de discussion parce qu'ils n'en ont pas l'utilité ou ce n'est pas leur manière de faire. Deuxième point qui est différent aussi par rapport à l'édition d'une application web, ça va être tout ce qui va être la journalisation des erreurs. Typiquement, quand on a une web app et qu'il y a une erreur qui est levée, on va avoir pas mal d'outils de monitoring, on va avoir des outils de centralisation des logs, et on va pouvoir un petit peu, se rendre compte qu'il y a une erreur qui a été levée, et deux, étudier cette erreur et avoir des informations sur celle-ci. Quand on développe un produit open source, en fait, le produit, typiquement framework ou librairie, est utilisé chez une autre personne. Et donc, s'il y a une erreur qui est levée, en fait, c'est au bon vouloir de la personne qui utilise le produit de venir la reporter sur GitHub, GitLab ou autre chose, pour dire, voilà, ici, il y a un bug. Et la troisième partie, qui, elle, est encore un peu plus tricky, c'est de savoir comment les utilisateurs de la librairie ou du framework open source l'utilisent. Typiquement, dans une web app, on peut avoir, on a des données, on peut avoir des analytics, on peut savoir quelle partie de l'application est utilisée. En fait, dans un framework, on peut voir potentiellement quels sont les paquets qui sont téléchargés, mais on ne sait pas forcément les fonctionnalités qui sont utilisées, et on ne sait pas non plus comment ces fonctionnalités sont utilisées. Est-ce qu'elles sont utilisées de la manière dont on a pensé qu'elles seraient utilisées, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des personnes qui codent beaucoup de choses alors qu'il y a des fonctionnalités qui sont déjà incluses dans le framework? Et ça, c'est aussi des choses qui sont plus compliquées à savoir dans l'open source. Autre point, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus difficile à changer dans un produit open source que dans une application web. Et ça va être l'interface. Alors, dans une librairie ou un framework open source, ça va être l'interface programmatique. Mais typiquement, dans une web app, à un moment donné, si on se rend compte que le bouton n'est pas beau, on va changer la couleur, on peut réorganiser potentiellement quelques menus, sans non plus faire trop de changements pour ne pas perdre l'utilisateur de l'application. Mais dans un framework ou une librairie, on ne va pas changer le nom de la fonction à chaque mise à jour, on ne va pas changer la valeur retournée à chaque mise à jour, ni le type, etc. On ne va pas changer l'architecture, parce que si à chaque fois qu'on monte d'une version, il faut tout changer, plus personne ne va utiliser le produit. Donc en fait, dès qu'on va développer une nouvelle fonctionnalité, on est beaucoup plus contraint sur l'interface qu'on expose
que sur une application web classique. Alors, quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'open source, qui sont des conseils tout à fait personnels. La première chose, c'est pas hésiter à se lancer, parce que dans le pire des cas, ça marche pas. Et puis comme aujourd'hui tout est gratuit, ça pose aucun problème. Et puis aussi développer un produit qui est utile à quelqu'un. Et quelqu'un, ça ne veut pas dire tout le monde, parce qu'en général, au début, on peut être tenté d'essayer de répondre à toutes les issues et d'implémenter toutes les fonctionnalités, ce qui inclut notamment ensuite des coûts de maintenance, mais essayer de développer un produit qui répond à une audience particulière ou un besoin particulier. Et ensuite, il y a quand même quelques moments, c'est beaucoup de travail, mais il y a quand même quelques moments qui sont vraiment agréables quand on fait de l'open source. C'est la première personne qui va juste tester le produit et qui va échanger avec le ou les mainteneurs. Le deuxième moment, qui est vraiment un moment phare, c'est quand il y a une personne au moins qui trouve que le produit est utile. Le troisième moment, c'est quand il y a une autre personne qui va cette fois-ci l'utiliser dans un vrai projet en prod. Et une quatrième étape, c'est le moment où le produit va être utilisé dans une vraie entreprise et pas simplement sur un projet perso. Et donc ça, quand on fait l'open source, c'est des moments donnés qui sont assez sympas à vivre. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc je m'appelle Loïc Poulain, je travaille chez Indy. On est une société qui automatise la comptabilité pour les indépendants et on recrute. Et je vous remercie de votre attention. On va avoir un petit peu moins de 3 minutes pour des questions, si vous en avez. Sinon, moi j'en ai une. Tu parlais de la collecte de feedback. Toi, tu as quoi comme outil qui te permet d'avoir du feedback? Parce que j'essaye d'en avoir, par exemple, sur un projet. Et même en interne, les collègues ne me répondent pas. Du coup, je voulais savoir quel outil tu avais pour récupérer de la data sur ton projet. Ouais, alors c'est un sujet qui est un peu compliqué. Pour moi, j'utilise principalement 2 outils. C'est quand les utilisateurs ils posent des questions pour comment utiliser le produit d'une certaine manière, qui va être sur Discord, Twitter ou GitHub. À ce moment-là, on peut poser des questions un peu pour savoir, pour creuser un peu le sujet, avoir des informations supplémentaires. Ce que je fais aussi, c'est que tous les ans, je fais un Google Form, tout simplement un sondage avec un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous avez comparé le produit avec d'autres produits concurrents et qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Et en général, j'étais assez surpris, mais les gens écrivent vraiment des longs pavés sur dessus. Ensuite, il y a toujours un peu cette difficulté quand on pose une question à quelqu'un de se dire est-ce que tu trouves le produit sympa ou pas? C'est des questions qu'il ne faut pas poser parce que la personne, par politesse enfin, voudra jamais froisser, donc va dire ah tiens, ça a l'air stylé. Donc il faut vraiment essayer de poser des questions toujours très précises. Est-ce que tu as utilisé le produit pour faire telle chose? Est-ce que tu as déjà utilisé telle fonctionnalité ou des choses comme ça? Ça marche, merci. Si vous avez des questions, ouais, levez bien la main. Ouais, j'arrive. Vas-y. Alors, j'ai entendu que du coup, tu avais 2 ans pendant lesquels tu étais rémunéré pour développer ta librairie. Comment tu as fait ça? Enfin, comment tu as réussi à justement te faire rémunérer? Et puis ensuite, deuxième partie, c'est comment tu trouves la motivation de travailler autant, si c'est pas forcément rémunéré, sur une librairie open source? Alors, sur la première question, sur comment... en fait, je n'étais pas rémunéré pour développer le produit. Moi, je m'étais mis à plein temps. Et à côté, je faisais pas mal de choses. Je donnais des cours en école, j'ai donné quelques formations en entreprise. Donc, ça me permettait de dégager des revenus. Mais c'était à un moment donné où, effectivement, les revenus n'étaient pas ceux qu'on peut avoir quand on est salarié développeur. Et ensuite, sur la motivation, je trouve que donc ça fait déjà 4-5 ans que je suis dessus. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment super passionnant parce qu'on apprend toujours plein de choses en permanence. Et ce que je fais, le matin, je me réveille à 6 heures pour toujours bosser un petit peu dessus, quoi. C'est un peu une hygiène de vie, quoi. Se dire tous les jours, je vais bosser 1 heure dessus et comme ça permet de faire avancer les choses. Et on est bon, on est dans les... Fini la question. On est dans les temps. Merci. Merci Loïc. Merci Loïc.